Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 16 octobre 2024. Alors aujourd'hui, on va faire un petit focus sur les 40 actions du CAC 40. On regardera aussi peut-être quelques autres valeurs et les valeurs abonnées en fin de vidéo. Et puis on va reparler des résultats, notamment sur LVMH, qui n'ont pas été très appréciés. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Le CAC 40 qui fait moins 0,4, tombé un peu, on l'a dit, hein, par le luxe, notamment parce qu'il est extrêmement pondéré en luxe. Hein, le CAC 40, c'est d'abord le luxe, ensuite l'énergie avec Total. Donc, une baisse, mais finalement une baisse assez modérée. Qui reste dans les niveaux, on le voit, on a frôlé le bas des Bollinger, on est plutôt au niveau de la sortie ici de petites congestions qu'on a eu à la rentrée. On est toujours en embuscade sous les 7007. On attend la suite des résultats qui sont pour l'instant, alors à part oui le luxe, plutôt bon, hein, mais sur le luxe et LVMH, on va en reparler, c'est retrouvé assez moyen. Donc on va regarder toutes les actions une à une, et notamment Accor. Alors Accor, finalement, elle a eu un petit pic, hein, une petite chute, notamment durant l'été. Et puis l'effet JO n'a pas été aussi fort qu'escompté finalement, mais sur la tendance, ça reste finalement haussier, alors sans avoir des résultats exceptionnels non plus. C'est une valeur qui est rentrée au CAC 40 récemment, un Accor, donc qui est sur une tendance plutôt intéressante. Maintenant, ça manque un peu de peps quand même, hein, ce qu'elle nous a fait. La petite chute ici a été effacée. Ce qui est important de voir, c'est ça, techniquement. C'était l'ancienne résistance ici. On est revenu. On le voit qu'on l'a testé pas mal de fois, hein, quasiment 2 semaines, avant de la casser et de revenir dessus et de rebondir. Donc, techniquement, c'est plutôt propre et ça, c'est plutôt haussier. Et on devrait retrouver à terme, hein, les plus hauts historiques et les casser. Maintenant, là aussi, on n'a pas des chiffres merveilleux qui permettent de se dire que Accor va tout casser. On verra sur les résultats, mais ça reste quand même plutôt positif. Air Liquide. Alors, on a ce double échec à 176 qui est le plus haut historique, hein, sur Air Liquide. Et on a là aussi, c'est la même chose, la congestion avec la cassure. Alors le faux départ une journée, mais une journée, on ne peut pas vraiment appeler ça un faux départ. Le vrai départ ici, hein, de la cassure le 27-28 août, et on revient dessus, et on repart. Donc là aussi, on a techniquement quelque chose de propre, hein, sur Air Liquide, et la continuation aussi de la tendance haussière. Alors là, on sait que c'est pas des 1000 et des 100 sur Air Liquide, mais c'est plutôt toujours stable, toujours intéressant. Il y a une progression constante depuis des années, un retour à l'actionnaire qui est intéressant, avec notamment le dividende, voire les actions gratuites. Donc toujours favorable sur Air Liquide. Le timing est plutôt intéressant parce qu'on a déjà passé cette longue période de consolidation où il ne s'est pas passé grand-chose, et on va certainement remettre une période un peu plus favorable pour la valeur. Airbus, alors on savait qu'on allait avoir une longue période de temporisation, hein, on l'avait mis ici dans l'ellipse orange. Bah, c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée juste une semaine, hein, dans le prix d'achat qui nous intéressait le plus pour du long terme. Là, elle est en train de repartir. Elle a des chances, hein, enfin peut-être de recasser cette oblique-là, l'oblique court terme, et surtout cette zone-là à 145, voire les 148 où il y a toujours le gap, hein, qui pour l'instant maintient la valeur plutôt en consolidation. Donc les plus prudents attendront certainement un débordement des 145 et des 148 pour se placer. Sinon, et peut-être une première taille de position, mais on est encore dans une période un peu compliquée sur Airbus, qui est pénalisé aussi par les moteurs, notamment la livraison de moteurs. Donc c'est pas de son fait, et des sièges aussi, donc c'est pas de son fait, c'est les sous-traitants qui ne sont pas assez rapides pour fournir Airbus, notamment pour la construction d'avions, et ils doivent en faire beaucoup plus, et notamment sur le dernier trimestre. Ils auront du mal
à tenir les délais, hein, même si je crois que ça avait été confirmé il y a quelques jours. Il va falloir qu'ils fassent 2 fois plus d'avions quasiment que ce qu'ils ont fait c'est sur le début de l'année en termes de temps, hein, 2 fois plus en 3 mois que la moyenne des 3 mois sur les 9 premiers mois. Donc ça semble compliqué de booster à ce point-là. Moi j'attendrai encore probablement la fin de l'année et puis vraiment un retour d'Airbus un peu plus fort avec peut-être d'autres annonces, mais ça me semble un peu tôt pour jouer Airbus. ArcelorMittal, alors il y a la Chine qui devrait, si elle se décide à repartir ou à nous donner des véritables indications sur son plan de relance, devrait aider ArcelorMittal parce qu'elle va arrêter de déverser notamment son acier chinois à bas prix en Europe et ailleurs. Donc ArcelorMittal devrait récupérer des parts de marché. Il y a aussi l'Inde qui est toujours en forte progression, qui est un marché important pour ArcelorMittal qui devrait l'aider à repartir. Donc il y a ces deux facteurs qui sont plutôt favorables pour Arcelor. Alors on attend toujours, on le voit, hein, l'explosion notamment des marchés chinois, le pullback. On devrait avoir quand même Arcelor retrouver, hein, à nouveau ces niveaux de 23, 24 pour aller plus haut. En deçà, ça voudra dire quand même que la demande est assez faible, que le marché chinois ne repart pas et que l'Inde n'est pas encore assez importante pour aider Arcelor. Là aussi, peut-être patienter, mais tenter dès qu'on voit, hein, peut-être des gros volumes, des grosses journées, qu'on se rapproche des 23, 23-30, ça peut être intéressant éventuellement de rentrer. AXA, alors AXA, elle est quand même assez haute et assez chère, hein. Alors c'est une valeur aussi qui progresse bien, notamment dans l'assurance, qui est plutôt aussi plutôt défensive, on va dire. Est-ce que ça vaut le coup de rentrer maintenant? On a déjà tapé un plus haut dernièrement. La conso a été express, on le voit sur le premier support. Alors pour du long terme, pourquoi pas, mais à court et moyen terme, je trouve pas la fenêtre extrêmement favorable sur AXA. On avait une option court terme ici, notamment, hein, début octobre. On n'a pas vraiment de porte d'entrée idéale, je pense. Ça mériterait peut-être un peu plus de chandelier. BNP Paribas, les bancaires, on l'a dit, notamment aux États-Unis, hein, qui étaient très bien. Et ça pourrait se répercuter sur les bancaires européennes, notamment parce que ce qui se passe un peu outre-Atlantique, c'est dans le même secteur, a des chances de se répercuter aussi en Europe. Donc les bancaires françaises, notamment, devraient aussi nous donner des résultats intéressants. On ne les a pas encore cette semaine, on devrait les avoir la semaine prochaine, hein, sur ou celle d'après, sur nos bancaires à nous. Mais comme ça a été largement favorable aux États-Unis, par répercussion, hein, les bancaires européennes montent. Ce qui veut dire aussi que les résultats devraient être lissés le jour où on va avoir les résultats sur les bancaires. Comme on a peut-être anticipé la hausse, on n'aura pas peut-être un gap important, voire pas de gap du tout, ou une performance qui devrait déjà être pricée dans le cours. C'est comme ça que je le vois. Donc le gap là déjà il est effacé. Il nous reste ce gap là, hein, à 66, mais plutôt favorable, hein, on l'avait dit je crois récemment hier ou avant-hier, hein, sur la BNP notamment. Pour à l'entrée court terme, hein, depuis le début de semaine on est bien. Pour du long terme, on verra avec les résultats, mais là aussi, peut-être la capacité à combler le gap et puis à retrouver des plus hauts, ça devrait passer avec les résultats, je pense. Bouygues. Alors Bouygues, très, très défavorable, hein, depuis un moment, on l'avait dit, les échecs ici sur la moyenne à 200 autour des 33 euros. Cassure au mois de juin, échec au mois de juillet, échec au mois de septembre, on revient sur le support. Octobre, on le casse. Alors là, on est revenu dessus, enfin en dessous, je vais y arriver, sous les 30,16. Ça a des chances peut-être de faire obstacle, il faudra voir, mais la tendance elle est toujours négative, hein, sur Bouygues, qui est engagé. Alors il y a aussi la construction qui va pas très bien. Euh,
TF1 c'est plutôt bien, donc ça peut aider. Et les télécoms c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs, peut-être un ou deux de trop. Et au niveau des marges, bah ça aide pas. Alors c'est bien pour le client, hein, pour le client final. D'avoir plus d'opérateurs, ça permet d'avoir des prix plus intéressants, mais bah, ça rogne les marges et donc ça fait un peu de mal. Donc la division un peu téléphonie sur Bouygues euh, ne donne pas entièrement satisfaction, donc toujours plutôt négatif. Et puis on a quand même des gros signaux négatifs sur Bouygues, hein. La cassure du canal haussier dont on était depuis quasiment 2 ans, l'échec sur la moyenne à 200, la cassure du support ici à 30,16, ça fait beaucoup. Il n'y a que des signes négatifs qui sont sur Bouygues en ce moment, donc plutôt à éviter. Capgemini, euh, Capgemini, ils ont tout rendu. Ils avaient explosé récemment avec la montée au capital d'un fonds d'investissement américain. Donc on avait retrouvé, hein, notre résistance ici autour de la moyenne à 200. On a tout perdu. Donc faux départ. Mais comme souvent, quand on fait des faux départs, on a le vrai départ peu de temps après. Donc là on a comblé le gap. Il va falloir réattaquer cette oblique-là, hein, la vraie oblique court terme de correction qu'on surveille pour, en cas de débordement, se placer, ce qui avait été le cas ici une première fois. Mais si on tient, et puis là on est en train de tenir quand même le support majeur, hein, c'est celui-là, le 182, on le voit, c'est vraiment une zone clé, hein, 182. On avait cassé, on était revenu dessus, on avait tout explosé, et puis là il y avait juste quelques jours où on avait méché un peu en dessous, mais on les avait finalement bien tenus. On est dessus. Si ça repart à la hausse, là aussi, je pense que sur Capgemini, on devrait plutôt être favorable. La tech, hein, française n'est pas au niveau de la tech américaine, mais Capgemini, elle a quand même des perfs intéressantes, hein. Alors, on peut pas la comparer aux big data américaines, mais elle est quand même assez implantée partout. Elle a plutôt un haut niveau, donc ça devrait se confirmer. Et puis fondamentalement aussi, elle est plutôt bien gérée. Donc ça devrait se confirmer cette hausse, je pense, d'autant qu'on retrouve Capgemini sur des prix finalement, hein, 180 qu'on avait connu euh, ici février 2023, janvier 2024. Ça semble pas excessif, donc plutôt favorable aussi. Là aussi, on surveillera le support, hein, pas trop enfoncer les 180. Mais s'il y a un début de rebond, ça peut être intéressant. Carrefour, alors Carrefour, euh, valeur défensive un peu par excellence sur Carrefour, ce qu'elle nous montre. Moi j'aime bien dézoomer et voir un peu ça, hein, notamment le plus haut ici, autour des 19, le deuxième autour des 17,6. Là on a frôlé, mais on l'a même pas tapé encore le troisième point d'impact. Et puis on avait les supports ici, sur les 10,3, sur les 12,6, sur les 14 points, et puis finalement on l'avait cassé. On était revenu un peu dans la figure, et puis là on est à nouveau dessus, donc plutôt des signes de faiblesse, hein, à long terme. Sur Carrefour, il faudra attendre quand même des beaux signaux, et puis le retrouver peut-être ici autour des 16, et en croissance pour se placer sur Carrefour, parce que là, elle donne quand même des signaux négatifs avec le double échec sur les 15,7. Et éventuellement, alors il y a le Brésil qui peut être pas mal s'il n'y a pas trop de soucis. On a eu l'Argentine qui avait un peu pesé, notamment avec la dévaluation du peso. Elle est aussi pas mal implantée au Brésil, qui est un pays plutôt intéressant en termes de croissance, mais pour l'instant, ça reste encore trop faible sur Carrefour. Et puis les marges sont pas exceptionnelles non plus. Donc plutôt attendre sur Carrefour, et puis tenir surtout les 14-6, hein, ce qu'il faut faire sur Carrefour, c'est ça, c'est tenir les 14-6 et puis essayer d'aller taper les 16, et puis là on deviendra positif. Mais si on n'a pas ce scénario-là, je serais plutôt inquiet. Avec Crédit Agricole, bah, comme les bancaires favorables, on a eu, bah là aussi c'est propre, hein, techniquement, on a eu un point d'impact, deux points d'impact, trois points d'impact, on casse. Qu'est-ce qu'on fait après avoir cassé? On fait le pullback sur la ligne, et puis on repart, et on en est là, on repart avec les résultats des banquières américaines qui sont bonnes. Crédit Agricole qui devrait aussi nous donner des bons résultats. C'était une des plus impressionnantes, hein, ces 2-3 dernières années. Euh,
Crédit Agricole, elle nous a sorti des chiffres plutôt excellents. Donc, toujours favorable, autant qu'on revient aussi très proche de la moyenne à 200, hein. On l'a touché ici au mois d'août. Là, on est à. C'est pas ça. Là, on est à 5-6%, hein, donc c'est plutôt aussi une bonne période pour investir, pour que ce soit du moyen ou long terme, sur Crédit Agricole. Elle me semble bien orientée. Danone, alors là aussi, valeur plutôt défensive. Euh, Elle réagit quand même, mais elle est toujours. On voit qu'elle n'a pas fini sa conso, qu'elle a déjà tapé un plus haut. Et moi, j'avais joué la hausse. J'étais sorti après parce que, après cette période-là, on avait des chances quand même que le marché abandonne un peu les valeurs défensives pour retrouver un peu de risque. Donc là, elle a rebondi. Pourquoi? Parce que justement, la Chine a eu du mal à exposer un peu son plan de relance en détail, donc on est devenu un peu plus frileux, au niveau de l'obligataire aussi c'est remonté un peu, donc forcément les valeurs dites défensives ont plus de chances de performer, mais le jour où le marché va revenir bien, bah Danone elle va avoir un peu plus de mal. Alors elle s'en sortira quand même mieux que les autres parce que depuis le plan, hein, qui avait été annoncé je crois par là au mois de juin, elle a quand même une belle visibilité et puis des fondamentaux intéressants, mais après cette grosse période de hausse, pas sûr qu'on soit capable de la tenir à nouveau. Euh, Même si ça reste une belle valeur, hein, sur le papier pour le long terme. Maintenant, à court terme, j'attendrai un retour un peu plus bas au niveau des indicateurs si je veux rentrer. Et si vous êtes dessus, peut-être monter les stops, hein, autour des 64, parce qu'on risque peut-être de rien faire ou de baisser un peu pour pourquoi pas, hein, revenir ici sur les 61-62 dans quelques semaines. Dassault Systèmes, on avait joué aussi il y a une période Dassault Systèmes, et puis le double échec là, j'étais parti un peu tard malheureusement, mais oui, on est toujours très négatif sur Dassault Systèmes parce qu'elle donne pas assez de signaux intéressants. On a comblé le gap à 35,5, mais depuis qu'on a cassé ici cette oblique et qu'on a signifié la fin de la baisse, on a fait le rebond technique où, bah, pile sur le support à 36,83 et on l'a pas dépassé. Donc on voit qu'on a la baisse, hein, la consolidation, la dégradation. Ensuite on quitte, on arrive à casser cette oblique, donc on signifie la fin de la baisse. On fait le rebond technique ici. Et malheureusement, le rebond technique, il est toujours sur ces niveaux-là. Donc, tant qu'on n'a pas dépassé à nouveau, je pense, les 36,83, Dassault Systèmes, euh, peut-être pas baissière, mais au mieux en construction. Donc, plutôt à éviter et attendre des bonnes nouvelles, peut-être. Parce que là, techniquement, c'est assez moche ce qu'elle nous montre Dassault Systèmes. Edenred. Alors Edenred, pourtant, le secteur, hein, des avantages aux salariés est plutôt porteur. Elle arrive sur des niveaux de valorisation très faibles qui pourraient être intéressants. C'était le cas déjà il y a un mois, c'était le cas il y a 2 mois, c'était le cas il y a 3 mois, et ça fait que descendre. Alors on a toujours ce problème de fraude en Italie qui pourrait peser sur Edenred, mais bah, tant que le marché n'a pas décidé de revenir dessus, de valoriser la valeur et puis de se réinvestir dessus, ça sert à rien d'être en anticipation, même si le secteur est porteur, même si Edenred est sous-valorisé, même si ça vaut le coup. Il faut, je pense, attendre des signaux de reprise sur le titre, et pour l'instant, on n'en a pas. On a éventuellement ici des petits volumes qui commencent à être intéressants et qui se raccrochent au support des 34 euros environ. Ça pourrait être un signe positif si on arrive à se maintenir un peu au-dessus, mais on voit qu'on est un peu encore en train de le lâcher. Mais si on se replace dessus et puis qu'on a des gros volumes après, oui, on pourrait peut-être enfin espérer la fin de la baisse, parce qu'on voit que techniquement on a cassé cette oblique avec le faux départ, le vrai départ, le retour sur l'oblique. Donc peut-être la fin, peut-être le point bas sur les 34. Là aussi c'est un peu tôt pour y voir le véritable point bas. Et il faudra y revenir dans quelques semaines si on tient les 34 et qu'on amorce un début de rebond. NJ. Alors NJ plutôt forte aussi, hein, elle a
une belle résilience. Elle est tout proche de ses plus hauts historiques. Elle a cassé quand même quelques fois hein, son canal haussier, mais elle a réussi à se remettre dedans assez rapidement avec une belle reprise quasiment en V. Et sur NJ, bah, je suis plutôt neutre parce que les volumes sont pas super forts. Hein. On a eu une grosse, lors de la grosse baisse et de la reprise, hein, des volumes intéressants, mais sinon, il n'y a pas trop d'indications sur tout le bruit de marché un peu qui est autour, c'est pareil. J'ai pas vu d'annonce qui soit à la fois extrêmement intéressante, positive ou négative, donc dans un sens ou dans l'autre. Donc sur NJ, euh, ça reste à mon avis favorable pour du long terme, mais là aussi on est peut-être un peu cher, un peu haut. Et à court terme, je vois pas de porte d'entrée ou de choses intéressantes à faire sur NJ. Là, on sait les énergéticiens assez intéressants. Alors NJ, elle a fait beaucoup de d'électricité, notamment d'électricité verte. On a Iberdrola qui est un peu dans le même secteur, qui est peut-être un peu plus intéressant, mais oui, sur NJ, ça reste favorable, je pense, long terme, mais là aussi, peut-être attendre un repli intéressant à court terme. Et Silor, toujours favorable sur Silor, hein, la valeur un peu, on pourrait même, alors, pas trop défensive, plus de croissance vu ce qu'elle nous fait dernièrement, mais c'est un mix, hein, valeur défensive, valeur de croissance et Silor, qui a quand même une place de leader et puis qui gère un peu tout sur les lunettes en horizontal. Hein. Ils font les montures, ils font les verres. Ils ont des développements, de la R&D un petit peu. Ils arrivent à maîtriser aussi les sites de vente. Donc, ils sont tellement gros aussi maintenant que on voit pas trop ce qui peut leur arriver. Donc, à long terme, c'est plutôt une valeur intéressante de fonds de portefeuille. À court terme, on a eu, on se souvient, l'acquisition de Supreme qui avait été pas trop appréciée parce qu'elle était jugée trop chère, puis le rebond qui était dû à Meta Platform qui voulait monter au capital des Silor, et puis on a eu aussi un partenariat, je crois, avec, bah, je crois que c'était Ray-Ban ou Meta pour faire justement des lunettes connectées. Tout ça, c'est plutôt bon pour le titre, qui est toujours orienté, hein, on le voit à la hausse, et puis qui casse à chaque fois ses nouveaux plus hauts. Donc a priori, il n'y a pas grand-chose d'inquiétant sur Essilor. À court terme, il n'y a y a pas de signal. On attendra peut-être ouais, même un retour ici sur les 208, 210. On y est déjà revenu plusieurs fois, donc plutôt ça qu'il faudrait voir. Sur Essilor, c'est le gap ici qui a été fait et qui a jamais été comblé. On est revenu dessus et on repart. Donc ça, c'est plutôt très fort, très positif. Et ici, c'est un signal d'investissement intéressant, donc au-dessus des 202 sur Essilor. Eurofin, ils essayent à chaque fois de repartir, mais on est souvent déçus. Hein. On a fait beaucoup d'échecs sur la moyenne à 200, ça a été cassé à chaque fois. Derrière, on a eu cette période, notamment au début de l'année 2024, où on a cru repartir. Et on est reparti encore plus bas avec, je crois que c'était des ventes à découvert ou des rumeurs aussi de fraude sur Eurofin qui avait fait chuter le titre hein, autour du mois de juin. Depuis, on est revenu, mais on n'arrive pas à dépasser ces niveaux-là, hein, autour des 54, 58. Ça manque aussi alors il y a quelques pics de volume, mais ils sont pas véritablement suivis, même si techniquement, juste sur les derniers mois, on se maintient au-dessus de la moyenne à 200. Ça reste inquiétant quand même ce que fait Eurofin. Donc moi j'éviterais de toucher ce genre d'action parce que on risque d'avoir à chaque fois le gros chandelier rouge de moins 10, moins 15% qui fait tout perdre. Et c'est jamais agréable. Donc attendre plutôt
vraie bonne nouvelle sur Eurofin pour se replacer et être un peu plus sécurisé. Mais là, ça reste un peu spéculatif, je trouve. Hermès, l'action du luxe qui semble la plus intéressante et la plus forte, hein, sur le marché parisien. Alors, avec LVMH qui avait donné ses résultats hier et qui n'étaient pas terribles, Hermès, forcément, elle a baissé aussi. Mais on voit que ça a été en partie racheté durant la séance. Ça, c'est plutôt intéressant. Avec l'augmentation ici du chandelier, hein, parce on perd 3% et demi à l'ouverture et on finit à moins 1,6. On a comblé le gap ici. Le gap, il n'existe plus. Il reste le premier gap, hein, le premier gap qui avait été créé sur l'annonce du plan de relance de la Chine. Donc celui-là, on peut l'oublier. Sur Hermès, on sent qu'on est toujours en embuscade prêt à repartir. Alors il y a les 2226 qui sont véritablement le point long terme, mais avant, on peut certainement anticiper quelque chose. Alors comme la Chine est toujours un peu récalcitrante, il faut, je pense, attendre un petit peu. Ils avaient quand même des données, hein, bien meilleures que la plupart des autres sur la Chine notamment, et l'Asie-Pacifique aussi, au Japon, où ils avaient des bonnes ventes. Maintenant, on va toujours éviter d'anticiper, hein. Il y a quoi qui peut nous aider? Bah, il y a les résultats. Quand Hermès va donner ses résultats, il y a la Chine qui va préciser peut-être ses annonces. Et sur un de ces événements-là qui met le titre à la hausse, on pourra se dire que finalement la baisse, la construction, la consolidation est terminée et qu'on se réinvestit et qu'on a plus de visibilité. Et je pense que tant qu'on n'a pas ça, il vaut mieux attendre. Mais le jour où on l'a, ça peut être intéressant. Et on l'aura peut-être très prochainement sur Hermès. Kering, non. Kering, non, non, non. Ça fait que baisser, gap baissier partout. Alors oui, en spéculatif, on peut revenir, on peut avoir des pourcentages intéressants, on peut gagner beaucoup d'argent très rapidement. Mais c'est quand même super risqué. Et pour l'instant, Kering, elle a beaucoup de mal. Donc, on va plutôt éviter ce genre de valeur. Legrand, toujours positif sur Legrand. On a cassé, hein, les derniers plus hauts à 102. On est allé taper un nouveau plus haut historique. Ensuite, on revient un peu. Mais on voit que les rachats sont plutôt forts et qu'on rend pas grand-chose sur Legrand. Donc là aussi, pour moi, c'est une valeur qui me fait un peu aussi penser à Essilor, hein, finalement. C'est un peu le même genre de valeur, qui devrait pas faire des pourcentages monstrueux, mais qui devrait être plutôt favorable. Donc, pas trop de risques. Forcément, moins on prend de risques, moins on a de chances de gagner énormément, mais ça reste une valeur intéressante. Et puis à court terme, on est sur le support, là. Le support des 102, donc éventuellement, hein, on peut toujours revenir sur les 98, mais on voit, hein, 98-102, il y a 2%, hein, d'écart, donc c'est pas énorme. Euh, donc on est dans des zones plutôt à acheter, hein, ici. L'Oréal, bah, le luxe qui va pas très bien avec notamment la Chine qui a du mal à repartir, donc forcément L'Oréal est sanctionné. Et là aussi, qu'est-ce qu'on voit? Alors le gap, il a été énorme parce qu'on a perdu 8% à l'ouverture, hein, c'est beaucoup, et on finit à -2. Donc pendant la journée, on a regrignoté 6%. Et on voit qu'on était sur cet oblique-là, et qu'on finit au-dessus, et qu'on finit surtout sur notre support, le support majeur à 360. Celui qui avait fait échec, hein, en 2022, au mois de mars, au mois d'août, et qui avait cassé au mois de janvier 2023, qu'on avait frôlé au mois d'octobre 2023. Là, on est revenu dessus. C'est peut-être, hein, là aussi un point d'entrée intéressant long terme, mais il faut attendre le gros signal, les résultats, le retour de la Chine pour avoir des gros volumes d'investisseurs qui nous disent que c'est le moment et le retour sur L'Oréal. Pour l'instant, c'est anticipé, c'est risqué, on va éviter. Mais ça pourrait repartir assez rapidement. LVMH, donc on l'a dit, les résultats ont été moyens, hein. Je crois qu'on était à -3%, hein, sur le dernier trimestre par rapport à ce qui avait été fait avant, donc plutôt décevant. Même si les chiffres sont pas catastrophiques, hein, mais on attend toujours plus, d'autant que c'était une valeur phare, hein, dernièrement, qui avait un peu tout surperformé. Donc on a sanctionné forcément, hein, les bons élèves. Bah, quand ils ont pu des super notes, on les a un peu massacrés, peut-être trop, et on les retrouve ici.
c'est sur des niveaux de printemps 2021. Ça semble aussi, là aussi, un peu excessif la baisse, mais tant mieux, on va dire, pour ceux qui ne sont pas et pour ceux qui veulent se réinvestir. On revient aussi ici sur les 577, hein. On voit le plus bas de septembre 2022. Là aussi, en anticipation, alors le gap, il n'existe plus, hein. Enfin, c'est un gap baissier maintenant. Euh, un peu moins favorable quand même que sur Hermès parce qu'on voit qu'il y a des signaux plus compliqués, que les chiffres aussi sont un peu moins bons que ceux d'Hermès. Donc, il faudra attendre une dynamique un peu meilleure pour se réinvestir. Et moi, si j'investirais, je mettrais plutôt sur Hermès que sur LVMH, mais on a le même discours. Il faut attendre. Alors, les résultats, ils sont déjà passés. On aura peut-être la reprise de la Chine qui nous fera monter LVMH au-dessus des 650. Et puis au contact de la moyenne à 200 dans quelques semaines. Il va faire ça. Donc le jour où on revient la toucher, la casser, ce sera, je pense, intéressant de se replacer. Michelin. Bah, Michelin, ils sont en train de lâcher, hein, bizarrement. Euh, Ça vaut le coup de tenir encore sur Michelin parce qu'ils ont recentré un peu leur activité sur des segments plutôt à haute rentabilité. Ils sont aussi pas 100% impliqués sur le secteur auto, hein. Je crois que c'est 40 ou 50% dans le secteur auto. Le reste, c'est ailleurs. Donc, il y a pas tant de points noirs que ça sur Michelin. On est revenu sur le support sur la moyenne à 200. Normalement, c'est une zone qui doit réagir et on le voit, c'est en train de lâcher. Mais pas de beaucoup. On lâche 3%. Donc c'est vraiment très peu pour le moment. Peut-être attendre parce que ce genre de choses, hein, ça peut être là, on croit que c'est pas bon et puis ça revient. Et puis là, il faut acheter. Donc le jour où on revient sur les 34,50, ça peut valoir le coup. D'autant qu'au niveau indicateur, on voit la MACD déjà bien en territoire négatif, donc on peut espérer un retour assez important et favorable ces prochains jours. Le RSI, on n'est pas allé sous les 30, mais on les a déjà frôlés. C'est à surveiller. Ça peut repartir fort, parce que les fondamentaux sont plutôt forts sur Michelin. À regarder, Orange. Alors Orange, elle s'amuse, hein, dans son range, là, à taper le haut et le bas. Le gap, il n'existe plus. Mais au final, bah, ça fait pas grand chose. Alors oui, pour du trading sur quelques semaines, c'est pas mal. Là, on va revenir assez neutre, hein, finalement, au milieu, sur un support autour de la moyenne à 200. Là aussi, hein, les opérateurs ont un peu de mal parce qu'ils sont peut-être un ou deux de trop, notamment. Donc ça rogne un peu sur les marges. Il faudrait qu'il y en ait un qui quitte ou qu'on ait une innovation d'un opérateur pour véritablement exploser. Ça donne pas trop envie de rentrer quand même, hein, sur Orange. À plutôt éviter, sauf pour du trading. Pernod Ricard, la Chine, toujours, qui ne dit rien. Et surtout, on a aussi le cognac qui a été à nouveau taxé, hein, en mesure de rétorsion avec les taxes sur les véhicules électriques et hybrides chinois d'importation, hein, sur le territoire européen. Ça avait été voté il y a une dizaine de jours, je crois. On avait surtaxé, hein, de 15 à 30%, je crois, certains groupes. La Chine a répondu. Là aussi, on a un peu peur pour d'autres secteurs comme le luxe, mais déjà le cognac avait été taxé, donc compliqué. Mais on revient sur ces niveaux-là, hein, qu'on visait depuis le début de l'année, à savoir les 122. On visait même peut-être un peu au-dessus, les 130, mais bon, finalement, les 122, 130 tenir. Bah, attendre là, le déstockage complet, attendre la reprise, et puis que la guéguerre un peu se calme. Ça devrait repartir. On n'est pas loin, on est dans le cadre, hein, maintenant pour que ça reparte. Il faut tenir le support à 122. Et puis dès qu'on voit surtout des volumes, je pense. Parce que oui, alors les volumes, on les a déjà eu, mais ça a été c'était plus des rebonds techniques et ça n'a pas duré.
Le jour où on a vraiment un gros changement, je pense qu'on le verra parce que tout le monde la regarde, hein, cette action-là, que ce soit Pernod Ricard, il y a aussi Rémi Cointreau, enfin tous les spiritueux, ils ont tellement baissé que tout le monde la regarde, tout le monde voit cette zone-là. Et le jour où ça va partir, tout le monde va se réinvestir dessus. Donc je pense que ce sera pas excessivement compliqué à repérer. Il faut juste la surveiller un peu tous les jours ou presque. Publicis. Je suis toujours un peu inquiet de ce qu'elle nous a montré ici, Publicis, notamment le 18 juillet, avec un gap haussier, mais finalement tout avait été rendu hein, ça devait être une annonce de résultat. Derrière, on avait chuté énormément, on avait tenté de se reprendre, et puis finalement, on fait rien. Donc compliqué de voir un peu une tendance se faire. On est en train de digérer un peu la hausse qu'elle nous a fait depuis le début de l'année 2024. Donc il faut attendre. Qu'est-ce qu'on va avoir sur Publicis? Peut-être un range et puis voir qu'est-ce qui va casser en premier, les 95 ou les 104. Renault, c'est plutôt le bon élève hein, dans le secteur auto par rapport à quasiment tous les autres européens et on va dire traditionnels. C'est pas mal. Alors, moi, il y avait ces niveaux-là qui m'intéressaient pour du long terme, hein, à savoir les 32 ou 34 euros. On a fait un début de réaction avant. Et puis surtout cette oblique-là, l'oblique court terme, si on arrive à la casser, ça pourrait être un signal pour rentrer. Donc pour l'instant, on est toujours dans l'attente hein, sur Renault. Mais s'il y a un constructeur auto traditionnel à acheter, je pense que ce sera plutôt Renault qu'un autre. Donc il y a plutôt à surveiller. Safran, toujours positif sur Safran. On a le double échec sur les 217, mais on a, après la cassure, on est revenu comme d'habitude. Hein, un point d'impact, deux points d'impact, trois points d'impact. On va chercher la résistance, on revient sur l'oblique et on lance la tendance. Donc le travail dans le triangle. À terme, on va certainement aller chercher les 217 et plus, donc toujours favorable sur Safran. A priori, là aussi, il n'y a pas trop de signaux négatifs sur les fondamentaux ou le secteur. Donc, euh, pour du moyen long terme, c'est plutôt une période intéressante à jouer. Éventuellement, pour du court terme, si on bute plusieurs fois sur les 217 et le jour où on la casse, bah, ça peut être aussi une porte d'entrée intéressante. Saint-Gobain, qui repart bien. La construction, alors la construction donne pas encore des signaux très forts, mais sur Saint-Gobain, eux, ils avaient annoncé des signes de reprise hein, sur leur secteur construction. Donc le marché les joue. On a ce qu'on peut peut-être avoir aussi sur Safran, parce qu'au final, c'est quasiment le même graphe, avec les échecs ici, le retour sur oblique, et puis on voit qu'on a du mal à casser, puis le jour où on casse les 80, bah ça continue la tendance. Donc sur Saint-Gobain, on est plutôt favorable aussi. Il faudra que la Chine quand même se décide à un moment à donner des chiffres et à confirmer sa relance, parce que si ça pique du nez, bah, la construction va aussi piquer du nez, mais a priori, Saint-Gobain, oui, on joue ça et c'est plutôt favorable. Il faut tenir les 80. Hein. Le jour où on casse les 80 à la baisse, ça voudra dire certainement qu'il y aura une grosse panne de construction au niveau mondial. Sanofi, qui était un peu embarqué avec leur vente, notamment de Doliprane, c'était plutôt intéressant parce que c'était un peu, ça leur faisait gagner pas mal d'argent. Alors à voir maintenant à quoi ils vont le réinvestir et comment le marché vont digérer ça. Le plus haut à 106, le début de conso sur le premier support, est-ce qu'il va tenir? On a deux belles bêches basses ici, hein, qui sont intéressantes. Mais c'est pas encore suffisant. On ira peut-être en dessous hein, sur les 96. Mais la tendance est à la consolidation. Donc on va attendre plutôt une belle rentrée, une belle réaction sur cassure. Alors pas sûr que ce soit là. En plus, je crois qu'il y avait des grèves sur Sanofi. On l'aura peut-être ici, hein, à la fin d'année, peut-être sur réaction à 96 et puis une envolée. Pour l'instant, c'est toujours un peu en consolidation et en baisse. J'éviterais Sanofi. Schneider Electric, bah, comme le grand, plutôt largement favorable. Hein. On a ce support qui a été, cette résistance qui a été testée plein de fois à 235 qu'on a réussi à casser. On est à combien de la moyenne à 200? On est à 10%. Là aussi, on a eu la période hein,
de digestion, on va dire, hein, avec le range, le petit écart. Donc ça a fait quand même pas mal de temps, hein. On a fait plus de 4 mois où il s'est pas passé grand-chose. Donc on devrait pouvoir repartir. Là aussi, aider avec la construction et surtout l'électrification et puis la gestion des data centers, hein, sur Schneider Electric, sur Legrand, c'est pareil, qui va aider. Et c'est une part de plus en plus importante, hein, l'économie électrique et la gestion de data centers sur les deux. C'était quasiment rien il y a quelques années, c'est en train de prendre 10 à 20% du chiffre d'affaires total, donc super intéressant. Société Générale, comme les bancaires, plutôt favorable. Et puis là, techniquement, c'est super intéressant, hein. On a le gap qui est pas loin, on a la résistance sur moyenne à 200 autour des 23 euros. Échec, 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 échec. On a la perte de volatilité qui est plutôt intéressante, parce que ça signifie généralement un changement de tendance assez fort à venir. Donc, ça vaudra le coup peut-être d'acheter, hein, BNP, Crédit Agricole ou Société Générale qui donnent des signaux plutôt intéressants. Donc oui, je serais plutôt acheteur sur la Société Générale. Stellantis, de pire en pire. C'est affreux. Affreux, 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 affreux. Faut pas acheter. Faut fuir. ST Microélectronique, on l'a dit, alors le secteur semi-conducteur, elle fait pas partie des meilleurs élèves, hein. C'est une catastrophe. Quand le marché montait, elle consolidait et puis après elle dégradait. Et quand le marché baisse un peu, elle fait quoi? Elle décroche complètement. Donc elle est loin, très loin. Et c'est pas forcément, c'est même plutôt celle à éviter, hein, si on veut jouer les semis, à moins qu'on ait des changements, hein, dans l'entreprise, mais a priori, c'est pas celle que je jouerais. Et puis il y avait aussi, il y a eu une ouverture d'usine, je crois, en Italie, parce que c'est une entreprise à la fois gérée par la France et l'Italie, hein, ST Microélectronique. Peut-être que le jour où ça va ouvrir en Italie, qu'ils vont avoir des capacités de production intéressantes, euh, ça sera un peu plus intéressant en termes de marge et financièrement, mais pour l'instant, faut éviter. Téléperformance, alors. Ils ont bien boosté aujourd'hui, c'est la plus belle perf du jour, plus 11%. Il y a notamment un analyste qui a relevé sa recommandation de neutre à acheter, donc le titre a explosé. Alors il y en a un autre qui l'a mis je crois, de neutre à sous-pondéré. Donc, mais finalement, le marché a plutôt regardé celui qui l'a mis à acheter. Donc ça explose, mais on est toujours dans cette phase un peu dégradée. Alors on revient au-dessus des 93, c'est bien. Il en faudra encore un peu plus. Moi j'ai quitté parce qu'on était embarqué un peu dans une baisse, hein, sur le titre. C'était plus sage de quitter. Peut-être que ce signal-là va enfin relancer le titre. Alors pour ceux qui sont plutôt prudents, on attendra le comblage de gap, hein, à 110. Je pense que le jour où on sera là, on aura plutôt des perspectives intéressantes parce que là, demain, on aura peut-être des prises de bénéfices et puis le début de la construction entre les 93 et les 105. Thales, je suis rentré sur Thales aujourd'hui, en fin de journée, et expliqué notamment, hein, souvent sur Thales, stratégique, hein, en termes de défense. Et puis on a déjà eu cette belle consolidation et puis ces niveaux qui tiennent, hein, puis cette accumulation, les mèches basses qui sont rachetées, l'accumulation autour de la moyenne à 200, toujours sur les mêmes niveaux, autour des 145. Ça a duré extrêmement longtemps. La tendance elle est toujours favorable sur Thales. On a toujours le gap haussier qui a jamais été comblé entre les 136 et les 138. Et puis on a des tensions un peu partout dans le monde, donc Thales a probablement aussi des carnets de commandes un peu pleins. On a cassé récemment, alors la première oblique de correction pour signifier la fin de la baisse, la deuxième, hein, sur le deuxième rebond technique. On l'a cassé ici le 2 octobre, donc à partir du 2, on était plutôt très intéressant. Et on voit qu'on va venir plutôt haussier, donc favorable sur Thales. Total qui a toujours un peu de mal, notamment avec le prix du Brent et du pétrole qui a un peu baissé. Le jour où ça explose vers le haut, Total, ils vont repartir, je pense. Pas trop d'inquiétude à avoir sur ces niveaux-là, hein, tant qu'on tient les niveaux sur lesquels on est actuellement. Alors, il n'y a pas une marge énorme, mais pour l'instant, on est peut-être aussi un peu dans l'excès. Alors oui, il y avait les marges, notamment de raffinement, hein, sur Total, qui avaient été largement réduites sur le troisième trimestre, ce qui expliquait la baisse. Et finalement, aujourd'hui, on fait quoi? On fait rien, hein. Moins 0,13, donc on reste sur ces niveaux-là.
Ça reste une entreprise quand même super rentable, qui donne du dividende tous les 3 mois plutôt intéressant. Ça me semble pas risqué d'investir ici sur des zones qui ressemblent à de la fin de consolidation et à des supports qui vont être rachetés. Il faudrait qu'on ait quand même une grosse baisse constante et lente du prix du Brent pour que Total continue sa baisse. Et a priori, on va pas trop dans ce sens-là. Unibail, toujours favorable sur Unibail, hein. Le but, c'est d'aller chercher la résistance à 82,96. On n'en est pas loin. On va nettoyer un peu parce qu'on voit plus rien, hein. Ouais, c'est toujours, on suit le plan, hein. Depuis la cassure, on en avait parlé, la cassure du 2 septembre, hein. On est toujours haussier pour aller chercher ce niveau-là. Alors je crois que c'est eux qui avaient à Hambourg notamment un centre commercial qui avait été un peu retardé, donc ça avait un peu pénalisé le groupe parce que l'ouverture avait été retardée de plusieurs mois, mais finalement ça devrait rentrer dans l'ordre et Unibail toujours plutôt parmi les bons élèves, hein, donc plutôt positif à moyen terme aussi. Veolia qui a du mal, hein, à faire quelque chose. Veolia, toujours autour des 29,50, c'est neutre. Alors légèrement positif, on le voit notamment avec les moyennes les plus longues, qui sont plus ou moins ascendantes, mais ça manque de peps, hein, sur Veolia. Je pense qu'il faudra attendre peut-être encore la fin d'année ou le début d'année prochaine pour voir un rallye haussier se mettre en place sur Veolia. Là, ça semble toujours un peu mou. Vinci, c'est pas très, très cher Vinci, hein. On l'avait dit, sur les 100 euros, c'était une affaire. Elle n'arrive pas à dépasser les 110. À chaque fois, elle est un peu empêchée, mais elle a déjà comblé le gap. Il y a quand même plutôt des bonnes. Ah, bah, elle a donné du dividende récemment, c'est pour ça. Il y a toujours des fondamentaux et des perspectives super favorables, hein, sur Vinci. Donc, a priori, on n'est pas trop inquiet. Et puis, le gouvernement devrait pas faire n'importe quoi. Donc, les cours devraient remonter. Pour moi, c'est toujours un peu sous-valorisé dû à l'excès et à la peur des élections législatives notamment. Et ça me semble, hein, sous les 110, pas assez cher, hein, Vinci. Donc plutôt pour du long terme, ça reste intéressant de se placer sous les 110. Et Vivendi, qui ont bien réagi aujourd'hui, plus 1,2. Ça va approcher, hein, la scission, normalement, c'est pour la deuxième semaine de décembre. On devrait avoir Canal+, Havas, une société d'investissement, une holding. Donc, une des cotes probables, hein, sur Vivendi, on attend des cours, l'équivalent d'un cours autour des 13 euros. On verra si ce sera le cas ou pas, mais pour l'instant, le marché est plutôt favorable, hein, à cette opération et à la future scission du groupe en plusieurs entités. Donc, moi, c'est ça que je vais jouer, je pense, hein. Je vais attendre décembre pour avoir la scission sur Vivendi. Qu'est-ce qu'on peut surveiller? Bah, le support autour des 10,2. On a vu qu'on l'a joué, qu'on l'a plutôt tenu. Ou sinon un petit peu plus bas, hein, autour des 9,9 ou des 10. C'est des niveaux qui, je pense, devraient être tenus. Par contre, si on les casse à la baisse, il faudra peut-être s'inquiéter. Mais bon, à voir ce que la scission va apporter. Peut-être la grosse plus-value à venir. Et enfin, les valeurs abonnées. On va pas tout refaire. De CRSI, on n'est pas loin, hein. On a une belle figure avec le gap qui n'a pas été comblé, mais on est revenu sur les 3,50, le support à 3,50, les plus hauts de plus en plus bas, la congestion, le retour sur la moyenne à 200, tentative de sortie. Bah ça s'achète, ça. Normalement, hein, ça pourrait partir assez fort comme ça prochainement. Il faudrait peut-être voir les fondamentaux, ce que fait un peu plus le contexte de CRSI, mais techniquement, c'est presque parfait, hein, ce qu'elle nous fait. Donc, voir en fin de semaine éventuellement pour se placer. Alors, oui, il manque quoi? Il manque toujours les volumes. Euh,
qui sont assez faibles. Alors de CRSI, c'est pas une grosse cap, hein. 110 000 sur une valeur à 4 euros, hein, ça fait pas grand chose, mais il nous manque juste ça, un gros pic, et on aura la validation sur 2 CRSI. Alstom, ils ont comblé leur gap enfin, Alstom, donc plutôt favorable. Il y a beaucoup d'analystes aussi qui sont à l'achat sur Alstom. Il y avait une restructuration de la dette qui s'était fait ici au mois de mai. Euh, Moi, j'étais pas hyper chaud, mais le marché semble plutôt intéressé, hein, avec cette restructuration, notamment financière, hein. Ça n'a pas trop dilué visiblement, et puis le cours est en train de repartir, donc a priori, c'est plutôt favorable. Moi, je serais prudent, et puis j'attendrai peut-être une énième baisse comme ça avant de me réinvestir, parce qu'une fois qu'on a comblé le gap, qu'on est revenu quand même sur des niveaux qu'on n'avait pas joué depuis un an, il faut peut-être s'attendre à des prises de bénéfices, des gens qui vont sortir. Et puis là, on pourrait se réinvestir après, peut-être sur les 16 ou 17. ArcelorMittal, on l'a déjà fait. Carnival, c'est bien, on a cassé, hein, ça y est, les 19,55. Donc c'est le moment d'acheter. Si on est intéressé par cette valeur, c'est maintenant. Alors peut-être pas en une fois, parce qu'on a des chances, après avoir cassé le plus haut, de revenir ici sur support, hop, d'accumuler et de repartir. Donc éventuellement une partie maintenant et puis une partie après un peu plus bas. Et puis si on n'a pas de plus bas, la deuxième partie quelques jours après. Mais oui, c'est fait, hein. C'est fait sur Carnival. Donc on est acheteur et on est positif maintenant sur le titre. FTAI Aviation, alors malheureusement, oui, il faut y être depuis un moment. C'est en trend following, c'est bien, mais il y a un moment où on va consolider fortement. Donc, on est à 68% de la moyenne à 200. Ça me semble un peu beaucoup. Maintenant, on peut jouer ces valeurs-là, hein, mais si on décide de rentrer maintenant, il faut mettre des stops relativement courts, peut-être sur la moyenne à 20, parce que le potentiel de consolidation, on le voit à 40%, c'est pas quelque chose d'énorme, hein. Si on regarde le cours, revenir sur ces niveaux-là, et si vous investissez maintenant que vous prenez moins 40, pour revenir après, c'est compliqué. Donc oui, oui, mais à court terme, et puis en sécurisant avec des stops assez courts. Interparfum, alors ils ont des fondamentaux plutôt intéressants, et puis ils n'arrivent pas à Interparfum, c'est surprenant. Le marché décide pas trop de les jouer, on a toujours une toute petite partie du gap qui existe. Ouais, surprenant. Moi, j'étais plutôt favorable, et puis j'ai quitté parce que le titre ne fait rien. À surveiller éventuellement. Je sais pas quand est-ce qu'ils donnent leurs résultats, Interparfum. Peut-être que les résultats vont à nouveau être intéressants, mais c'est décevant. Alors techniquement, on a quand même cette longue conso, cette sortie, et puis on est toujours au-dessus. Donc on est dans la construction peut-être pour ensuite exploser. Donc grosse conso, sortie, construction, et puis tendance à nouveau haussière. Mais il faudra attendre des signaux favorables. Mind Medicine, on l'avait déjà fait, hein. Il faut jouer ici. Je pense attendre la sortie dans un sens ou dans l'autre. OVH, on l'avait déjà fait aussi. Qualis, bah, il faut attendre il n'est pas ici, il est là. Il faut attendre le comblage des 134, je pense, pour se réintéresser à la valeur. En dessous de 134, c'est compliqué. SGL Carbone, on avait parlé aussi, hein. C'est du long terme. Sophie Technologies, ça n'arrête pas de monter. Exceptionnel. Oui, donc c'est ça, c'était les retours. On avait parlé aussi, hein, d'éventuellement de jouer les supports sur pullback, parce que là, il est en pleine explosion. Donc rentrer maintenant, c'est toujours un peu compliqué. Voltalia, on en avait parlé. Wolfspeed. Oh, les beaux volumes qu'on a eu hier. Ça, c'est intéressant. Ça se surveille. La valeur est quand même super baissière. Donc compliqué. On est sous toutes les moyennes, mais on a, oui, ce pic de volume qui est énorme. Ici. Et ça se surveille. Le lendemain, qu'est-ce qu'on a? Alors, le problème, c'est qu'on dépasse à peine du plus haut de la veille. Donc, moi, j'aurais bien aimé qu'on aille chercher un peu plus haut. Mais oui, à court terme, éventuellement, hein, on peut jouer. C'est du spéculatif. Donc, on met une petite ligne, hein, parce que ce genre de choses, c'est compliqué. Mais oui, quand on a eu le gros pic d'hier, on peut jouer peut-être ça, hein, les 22, on va dire, en gros. Euh,
On a une première zone à 20,6 et puis les 22 sur la moyenne à 200. C'est je pense, à court terme, ce qu'on peut jouer sur Wolf Speed. Et Zoetis, on en avait déjà parlé aussi. Hein, on est en train de travailler dans le triangle, donc plutôt favorable pour aller casser la résistance ici à 200. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les valeurs qui vous intéressent. Et on en discutera ici en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!